Dr Perron, prise 1. Merci. Voilà, merci pour ce livre. Avant de rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces informations, j'ai 3 questions à vous poser. La première, c'est est-ce que vous avez eu des menaces ou des pressions avant, pendant et juste après la publication de ce livre ? Jusqu'à présent, j'ai eu strictement aucune menace. Il y a eu à la sortie du livre beaucoup d'agitation de la part de collègues furieux qui ont dit que j'allais être traîné devant le Conseil de l'Ordre, devant la juridiction de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Puis dans les faits, pour l'instant, il ne s'est rien passé. J'ai eu un entretien très cordial au Conseil de l'Ordre parce qu'on m'a accusé de diffamer, d'être non déontologique. En fait, il y a 0 diffamation, ça a été revu par beaucoup d'avocats. Et il n'y a pas d'atteinte à la déontologie parce que, quelquefois j'ai cité certains noms, mais avec les preuves simplement de certains faits, et ça n'a rien à voir avec leur pratique médicale. Une faute déontologique, c'est quand on dit du mal d'un médecin sur sa pratique médicale, et ça je ne l'ai jamais fait. Non. Et je n'ai cité personne dans ce contexte. Donc voilà, pour l'instant, ça a mis en colère beaucoup de gens, mais je n'ai pas eu vraiment de pression directe, je vous rassure. Et est-ce que ce livre a permis de libérer les paroles quand même, il y a 200 000 médecins en France, on ne les entend pas beaucoup, à part vous. Alors en France, ceux qui me soutiennent à fond, dans leur grande majorité, ce sont les médecins généralistes, parce qu'ils se sont sentis totalement abandonnés par les pouvoirs publics, ils n'avaient pas de masque, on les envoyait à poil au front, on leur a retiré le droit de prescription, ce qui était la première fois dans la République française, par des décrets. Donc ils ont été fous furieux, dépossédés, infantilisés, et ça ils me soutiennent à fond, j'ai des témoignages tous les jours. Après, ceux qui me soutiennent, ce sont mes anciens. Les anciens patrons ou d'hôpitaux où j'ai travaillé avant, ou d'autres hôpitaux. Que vous disent-ils, par exemple? Ils me disent « Bravo, Christian, pour votre courage, votre livre est remarquable, on se reconnaît totalement dans ces prises de position, la médecine est en train de dérailler gravement. » Et ça me fait plaisir. Alors, les plus jeunes sont plus mitigés, parce que je pense qu'ils sont pris dans le système et qu'ils sont encore très manipulés, manipulables, malheureusement. Racontez-nous, par exemple, aujourd'hui, il y a une réunion au sein de votre service, les jeunes refusent toujours de prescrire l'hydroxychloroquine. Donc aujourd'hui, on est début août, effectivement, on a depuis les vacances, depuis le début juillet, on a eu 5 malades Covid dans le service, donc c'est beaucoup moins qu'avant. Mais les jeunes médecins du service, alors qu'ils le faisaient avant, refusent aujourd'hui de prescrire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, disant que c'est toujours pas prouvé, et même que l'hydroxychloroquine est dangereuse, alors que toutes les études qui sont sorties ces dernières semaines vont dans l'autre sens. L'énorme étude italienne sur 3500 malades, toute l'expérience des pays, la surmortalité en France qui est maintenant étayée avec des données scientifiques. Mais je ne peux pas leur en vouloir, ils sont sous pression, je pense, des infectiologues parisiens. Est-ce que vous avez eu des appels de journalistes d'investigation, entre guillemets, qui ont dû être intéressés par toutes les informations qu'il y a dans ce livre? Les informations, tout est sourcé, je le dis, tout est sourcé, c'est un livre qui est très bien documenté et c'est factuel. Aujourd'hui, j'ai eu aucun appel de journalistes d'investigation, malheureusement. Mais ça viendra probablement. Peut-être que certains journalistes avaient du mal à y voir clair entre des propos qui étaient tellement opposés, conflictuels, que c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu médical, scientifique, de se faire une idée précise. Alors pour commencer, j'ai envie de lire un morceau, une part de votre livre. C'est à la page 116, on vous posait la question « Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ?» Tout le monde se pose la question « Oui, mais le professeur Perron, très bien, il balance, mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait été aux commandes ?» Et voilà ce que vous dites « Je préfère dire que je n'en sais rien. Mais ce que je sais en revanche, c'est que ce que j'aurais fait face à l'épidémie et devant le constat des pénuries généralisées, j'aurais activé en urgence procédures et marchés pour effectuer des commandes de tout dans tous les sens. Et j'aurais réfléchi après avec mes collègues et les responsables de l'administration pour construire le plan de bataille. Et ce que je sais surtout, c'est que je n'aurais pas menti aux Français. 600 médecins ont saisi la justice pour mensonge d'État. Nous verrons alors si Cicéron avait raison. Celui qui a l'habitude du mensonge a aussi celle du parjure. Ouais. C'est fort, là. Oui, je sais, mais moi, pourquoi je peux me permettre de dire ça? C'est parce que pendant 15 ans, j'ai présidé la commission maladies transmissibles qui s'appelait au début le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, après qui est devenu le Haut Conseil de la santé publique. Donc j'ai conseillé beaucoup de gouvernements, de ministres dans des crises sanitaires. Il y en a eu pas mal, mais il y a les grandes connues, c'était la pandémie grippale en 2009, le SRAS, etc. Et vraiment, il y avait
un mode d'organisation au ministère de la Santé qui marchait très bien, qui a été complètement démantelé, j'en parle dans le livre. Et il y avait des procédures préventives sur les masques. En 1er juillet 2011, je signe c'était une recommandation qui était à la demande des autorités du ministère de l'époque, disant comment on gère les stocks de masques. Tout est écrit dedans. Et s'ils avaient suivi, on n'aurait pas eu une pénurie de masques. Malheureusement, il y a des hauts fonctionnaires qui, quelques mois après, ont dit les masques, ça ne sert à rien, poubelle. Donc, c'est dramatique en France ce qui s'est passé. Et l'Institut Pasteur a monopolisé le savoir, soi-disant, sur les tests, alors qu'il y avait... Si vous regardez, il y avait un professeur chef d'unité INSERM au CHU de Lille qui, au milieu de l'épidémie, a hurlé dans les médias en disant nous, INSERM, avec mes collègues du CNRS, on peut vous faire des milliers de tests par jour. Les vétérinaires ont fait la même chose. On leur a dit non, allez jouer ailleurs. Bon, après, sous la pression, Olivier Véran avait passé un arrêté pour dire oui, ils ont le droit. Mais après, il n'y a jamais eu, je dirais, les textes d'application, parce que beaucoup de ces labos n'ont jamais eu l'autorisation finale. Donc on est tombé dans un truc kafkaïen, totalement administratif, où au jour d'aujourd'hui, on n'a pas forcément la capacité de... Alors il y a beaucoup de tests qui sont faits à droite à gauche, mais qui ne sont pas toujours bien validés, mais tout ça n'a pas été organisé comme il faut. Et on aurait pu produire les tests, il n'y avait aucun problème. Quand les professeurs de Berlin, avec Angela Merkel, qui est une scientifique, c'est une chimiste à la base, ont dit à tous les médecins allemands, publics, privés, recherche, vétérinaires, allez-y, faites des tests, voilà la recette, allez-y, et on va évaluer tout ça en cours de route, en marchant. Il y a urgence, les gens meurent là, on y va. Et ça, en France, on a dit non, non, oh là là, il faut attendre l'homologation, la norme AFNOR, et il y a des tests en octobre, ils ne sont toujours pas validés. Mais Olivier Véran, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est surtout cette décision qui a été prise par le Haut Comité, Haut Conseil. Le Haut Conseil de la Santé publique, d'interdire l'hydroxychloroquine, en fait, de l'autoriser uniquement aux mourants. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable dans la mesure où, dans un premier temps, elle a été autorisée et le lendemain, elle a été interdite. Or, on apprend dans votre livre que la personne qui est à l'origine de cette interdiction explique, je crois que c'est le Canard enchaîné qui le révèle, qu'il a été sous pression de médecins. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ridicule de prescrire de l'hydroxychloroquine à des personnes qui sont déjà en phase terminale, enfin qui sont déjà quasiment mourants. Pourquoi? Est-ce que vous avez des précisions? Là, vous parlez du professeur Franck Chauvin, qui est le président de tout le Haut Conseil de la Santé publique, qui effectivement a avoué ça a posteriori. Et normalement, ce n'est pas à Franck Chauvin de rendre un avis des maladies transmissibles quand la commission des maladies transmissibles est saisie par le gouvernement. C'est au président de la commission maladies transmissibles qu'est le professeur Christian Chidiac, infectiologue à Lyon. Donc déjà, il y a un dysfonctionnement. En plus, moi quand même, j'ai écrit déjà il y a maintenant presque une vingtaine d'années toutes les chartes de fonctionnement du Conseil supérieur d'hygiène puis du Haut Conseil de la santé publique, la gestion des conflits d'intérêts, les procédures d'urgence en cas de crise, tout ça est écrit. Quand on a dit, parce qu'ils ont fait un avis, quand on regarde l'avis, il n'y a eu aucun vote, aucune réunion de la commission, aucune déclaration des conflits d'intérêts. On dit le président du Haut Conseil a mis sa signature sur un rapport d'un groupe de travail où il y a des membres du Haut Conseil, des membres qui ne sont pas du Haut Conseil. C'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Alors, moi aussi, quand j'étais président, je me suis appuyé sur des groupes de travail mixtes. C'était bien si on rassemble des experts pour une crise. Mais à ce moment-là, leur avis doit être validé par un vote de la commission maladies transmissibles. Et alors, effectivement, on peut dire, oui, mais là, il y avait urgence, mais la procédure d'urgence, elle existe. Elle se fait par ceux qui peuvent venir, les Parisiens ou qui sont sur place. Et puis avec le confinement, on ne pouvait pas trop se déplacer. Après, ça peut être fait par téléphone. On met une pieuvre, un téléphone collectif au milieu de la table. Tout le monde peut participer au débat. Et le soir même, on envoie un projet d'avis par mail. Et les gens valident dans les 24 heures. Et cette procédure, elle existe. Elle n'a pas été respectée. Si vous regardez, il n'y a eu aucun vote. Aucune déclaration des conflits d'intérêts. Or, dans la charte des conflits d'intérêts, c'est moi qui l'ai écrite avec d'autres collègues, à chaque réunion, parce qu'on doit le déclarer tous les ans, mais quelquefois les gens peuvent oublier, puis il y a un sujet qui peut être un peu particulier. À chaque réunion, je l'ai toujours fait, c'était systématique, je n'ai jamais raté une seule fois, c'est écrit à chaque fois dans les rapports. Quand j'ouvrais chaque séance, je disais, y a-t-il un conflit d'intérêts à l'ordre du jour?
Et toute personne qui avait un conflit d'intérêt majeur, on ne prenait pas en compte les congrès, tout ça, parce que sinon il n'y avait plus personne dans la salle, mais des gens qui avaient touché des contrats, des honoraires, devaient le déclarer. Et si c'était le cas, ils pouvaient éventuellement s'exprimer au début, mais sur les sujets très chauds, ils devaient quitter la salle, ne pas participer au débat final, ne pas voter. En tout cas, aujourd'hui, une évidence, c'est que tout le monde est perdu. Tout le monde est perdu, on est dans un combat de scientifiques, donc y croire, tout le monde dit, même dans nos propres familles, le sujet divise. Comment comprenez-vous, par contre, comme un médecin, quand même, comme Karine Lacombe, qui dirige un service de santé à l'hôpital Saint-Antoine, donc quand même quelqu'un qui est reconnu, qui a des compétences, qui va passer sur tous les plateaux de télévision pour nous dire la même chose, que non, comment des scientifiques de renom peuvent-ils se compromettre avec la chloroquine? Comment expliquez-vous cette démarche alors que cette même personne ne peut pas ignorer que, oui, la chloroquine marche, puisqu'il y a notamment le découvreur du virus, le SRAS, qui est le premier professeur en Chine, on avait montré que la chloroquine marchait. Comment expliquez-vous cette démarche de plusieurs médecins qui ont quand même participer dans tous les plateaux télé et qui fait qu'il y a une confusion au niveau du grand public? Ce qui n'est pas normal, c'est que dans une émission de télévision grand public, il faudrait soit à l'avance que le journaliste qui invite telle personne lui demande d'envoyer sa déclaration de lien d'intérêt, ou que ce soit à la limite obligatoire de le déclarer sur le plateau de télévision, avant. Et malheureusement, ça n'est jamais fait. Et ça, ce serait une mesure qui pourrait être prise facilement et qui assainirait beaucoup de choses, et probablement pas que dans le domaine de la médecine, dans d'autres domaines, parce que ces histoires de conflits d'intérêts, ça ne touche pas que la médecine, même si je le sais officiellement par des rapporteurs spéciaux à Genève, à l'ONU, ils m'ont dit, mais Monsieur Perron, vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande source de corruption au monde, avant les bâtiments travaux publics ou d'autres domaines, parce que ça ne coûte pas très cher un médicament. Ça coûte cher, ce qui coûte cher, c'est les études, mais une fois que les études sont terminées, ça ne coûte pas si cher. J'ai entendu récemment finalement que le remdesivir coûtait quelques dollars à fabriquer, puis c'est quelques centaines de dollars à la vente après. Donc la marge importante. Il y a des marges très importantes. Donc après, quand il y a des molécules qui se battent pour avoir des parts de marché, ça peut tout de suite faire des centaines de milliards de dollars ou d'euros à l'échelon de la planète, quand ce sont des médicaments qui sont très largement diffusés. Donc on voit que c'est un sujet très chaud, et ça, il faut en être conscient. En coronavirus, nouveau bond des décès aux États-Unis, 1 million de cas en Afrique. Et quand vous lisez, la pandémie due au Covid-19 a fait au moins 712 000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'Agence France-Presse. C'est plus l'OMS, c'est l'Agence France-Presse qui établit le bilan maintenant, avec ses correspondances, et c'est assez intéressant. Globalement, le nombre de morts a doublé depuis le 26 mai, et 100 000 décès supplémentaires ont été détectés. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en plein milieu de la vague épidémique, l'OMS avait posté une annonce énorme en disant attention, ce virus va être éternel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publication de l'OMS. Comment ils peuvent savoir que le virus va être éternel? Moi, après, ils l'ont retiré. Le virus va être éternel. Oui, mais non. Ben si, moi je l'ai vu, je n'ai pas rêvé, c'était publié sur les réseaux sociaux, dans les médias, puis après ça a été retiré. Mais on nous fait un scénario catastrophique. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir une deuxième vague, il faut être prudent, ça s'est déjà vu de façon exceptionnelle dans l'histoire, et il n'y a personne qui peut le prédire, il faut être armé, c'est tout. Si on est prêt, on l'affrontera. Si on n'est pas prêt... Mais si la deuxième vague arrive, qu'on nous interdit toujours l'hydroxychloroquine, là, ça sera très grave, parce qu'on a l'expérience et les publications. Oui, puis ça marche. En plus, ça marche, et c'est archi prouvé maintenant dans le monde entier. Là, ce matin, dans le service, je leur dis, mais attendez, là, vous me dites que ça ne marche pas, mais le Lancet, le New England Journal of Medicine, ils ont rétracté leurs articles, c'était frauduleux. On m'a dit, non, mais vous êtes complotiste. Bon, je veux bien. Et puis, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les rédacteurs en chef de ces journaux ont parlé. Alors, ce qui m'a un peu étonné pour Richard Horton du Lancet, c'est qu'il est déjà en 2016, donc ça fait un bail, ou 2018, je ne sais plus très bien la date, je crois que c'est plusieurs années. Il avait écrit un pamphlet contre son propre journal en disant « Mon journal est infiltré, beaucoup de données sont mauvaises, on est sous influence de l'industrie pharmaceutique, beaucoup de publications sont totalement fausses. » Alors moi, je pensais qu'il avait dit ça en claquant la porte, mais non, il est resté. Donc il a craché dans la soupe et il continue de manger dans la soupe. Alors il a
Il a eu aussi un article très, très fort récemment en dénonçant ce qui s'est passé dans son journal, en dénonçant, en disant que les gouvernements des pays riches, notamment en Europe, avaient été absolument incapables pour gérer la crise. Mais il n'y a pas que le Lancet. Le New England Journal of Medicine, alors je n'ai plus son nom par cœur, mais une femme qui était rédactrice en chef il y a quelques années, quand elle avait quitté le journal, mais elle l'avait quitté, avait dénoncé ça. Elle avait fait à l'époque un article dans le New York Times. Elle avait dit la même chose. Le New England il y a des excellents articles dans le New England Journal, mais il y a des articles pourris, vendus à l'industrie. Elle le disait elle-même. Et là, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a 2-3 semaines, la Cour en juillet, elle a refait, alors qu'elle n'est plus rédactrice, mais elle a fait un pamphlet virulent pour dire cette manipulation mondiale anti-chloroquine est organisée, y compris au niveau des plus grands journaux médicaux. C'est elle-même qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, quand je dis qu'il y a des problèmes et qu'on voit bien que ce n'est pas de la réalité scientifique, que c'est des études bidonnées avec des chiffres invraisemblables, on m'accuse moi de complotiste. J'en ai marre de ce mot de complotiste parce que je l'entends tous les 3 jours. C'est l'argument de ceux qui n'en ont pas. Hein. Donc voilà. je vous rassure. Voilà. Parce qu'avant c'était utilisé une fois par an. Maintenant, toutes les semaines, tout le monde, dès qu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, dès qu'on n'est pas d'accord avec une société savante, on est complotiste. Parce qu'au début, on n'avait pas trop le traitement, on passait beaucoup de gens en réanimation, il y a eu des décès. Puis après, parce que j'ai un peu gueulé dans les médias, l'assistance publique a accepté de me donner une caisse de chloroquine, ce qui n'était pas évident. Tous les hôpitaux de l'assistance publique n'en ont pas eu. On a pu traiter presque tout le monde, sauf ceux qui avaient des contre-indications. Les passages en réanimation ont chuté, c'est un fait. Bon, on l'avait publié en ce qu'on appelle en préprint, c'est une version très préliminaire, non encore évaluée, au début de l'épidémie. Et on s'est fait massacrer sur les réseaux sociaux par les infectiologues, par des soi-disant sites qui étaient des espèces de gens qui disaient ce qui était correct ou pas d'un point de vue scientifique, alors qu'ils n'avaient pas plus de valeur scientifique que les autres. Il y a eu des pressions sur les jeunes de mon service qui ne dormaient plus. On leur a dit « mais t'es fou d'avoir co-signé ça avec ce Perron, ce charlatan, ta carrière est foutue ». Donc moi j'avais retiré le préprint à l'époque pour calmer le jeu parce que je ne voulais pas, il y avait un malaise dans le service. Bon là l'article est publié depuis quelques jours, là, début août. On a refait voir toute la méthodologie par des méthodologistes qui sont tout à fait compétents pour que ce soit inattaquable. C'est publié, ben, on n'a plus de critique. Et c'est la seule critique qu'on m'a envoyée, c'est qu'il y avait une faute de typographie dans le titre, parce que je ne sais pas pourquoi ils ont mis un petit N avant le premier mot du titre. Bon, c'est une erreur d'imprimerie. Et voilà. Et puis, alors quand je dis dans mon service, ben voilà la publication du service qui montre que ça marche, ben ils ne veulent pas prescrire quand même.